question qui revient chaque année. Cette question concerne le moment où l'on peut réciter le Kiddush à l'occasion de Shavuot, à l'occasion du soir de Shavuot. Alors, quand on regarde dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo n'a pas traité de cette question-là. Rabbi Yosef Karo n'a pas dit qu'il fallait impérativement attendre la nuit tombée pour pouvoir réciter le Kiddush. Il n'a pas dit qu'il fallait attendre un moment précis et par voie de conséquence, on peut s'en tenir à ce que Rabbi Yosef Karo a dit de façon générale concernant l'entrée du Shabbat, où il a dit que pour l'entrée du Shabbat, il a eu l'occasion de l'exprimer dans le chapitre 267 du Shulchan Aruch, on peut être Mekadesh, c'est-à-dire accueillir le Shabbat et faire le Kiddush immédiatement après le Plag à Mincha, bien entendu. Dans le cas de figure où on a récité la prière de Mincha avant le Plag, on fait Arvit après le Plag et on enchaîne avec le Kiddush. C'est ce qu'il dit à propos du vendredi soir et c'est quelque chose également que l'on peut reproduire à l'occasion du Yom Tov. Rabbi Yosef Karo n'a pas parlé de cette question-là. Entre parenthèses, dans le Shulchan Aruch, là où Rabbi Yosef Karo demande impérativement d'attendre la tombée de la nuit, c'est pour la nuit du Seder. Là, il dit explicitement qu'il faut attendre la sortie des étoiles pour effectivement commencer le Kiddush du Seder de Pessah. Mais il ne le dit pas à propos de Shavuot. Qui s'est exprimé en la matière? Ce sont des acharonim, des décisionnaires qui ont exprimé, on va dire, des exigences en la matière. Je vous propose, de façon à ce que l'exposé soit, on va dire, le plus complet possible, de vous rapporter ce que dit le Rav Yitzhak Yosef, le Rishon LeZion, le grand rabbin d'Israël. C'est le fils du Rav Ovadia Yosef, que son mérite nous protège. Et c'est également l'auteur de la longue série des livres de Halakha qui s'appelle Yalkut Yosef. Alors, il en existe un certain nombre qui ont été traduits en français, mais le Rav écrit régulièrement et édite régulièrement de nouveaux volumes dans cette collection et dans cette série. Donc, on ne peut pas trouver, j'allais dire, la totalité des livres qu'il a écrits traduits en français. Alors, dans l'un des derniers volumes qu'il a sorti et qui ne traite que de la question de la Sfirat HaOmer et de Shavuot, il dit la chose suivante, et je vais vous lire, et Bezrat Hashem, on va essayer de traduire également la halakha qu'il rapporte. Yesh Omrim, certains décisionnaires disent que chez Belel Shavuot, que en ce qui concerne la nuit de Shavuot, En lekadesh al hakos had sheiye vadai laïla. On ne pourra prononcer le Kiddush qu'à partir du moment où l'on sera dans la nuit véritablement, c'est-à-dire après la sortie des étoiles. Et quel est le problème? Pourquoi est-ce que ces décisionnaires-là qui expriment cette exigence, pourquoi est-ce qu'ils se sont montrés aussi sévères? Le Rabbi Yitzhak Yosef continue et explique leur logique. Chez Im Yekadesh Miberodium, parce que d'après eux, si on devait faire le Kiddush Miberodium alors qu'il fait encore jour, Hareukim Haser Ktsat Miyom Memtet la Séphira. C'est comme s'il était en train de réduire la durée du 49e jour du compte de l'Omer. Or, la Torah s'est exprimée en utilisant l'expression de Shevar Shabbatot Temimot Tilyena. Il faudra que tu opères un décompte de 7 semaines. Temimot veut dire intégrale, entière, complète. Et par voie de conséquence, ces décisionnaires considèrent que si je commence à réciter le Kiddush et donc à entrer dans la fête de Shavuot, qui constitue le 50e jour et qui se situe donc après les 49 jours de l'Omer, donc je suis en train de réduire la portée et la durée du 49e jour. Or, encore une fois, d'après ces décisionnaires, la Torah a demandé que les 7 semaines soient témimot, entières, complètes et intégrales. De mémoire, en France, en tout cas pour l'île de France, c'est-à-dire pour la région de Paris, la zone de Paris, je crois que la sortie des étoiles se situe pour demain soir aux alentours, je n'ai plus en tête l'horaire exact, mais ça doit être aux alentours de 22h32 ou 22h35, quelque chose de cet ordre-là. Je continue et je lis maintenant la suite. Veyesh Rolkim. Le Rabbi Yitzhak Yosef nous dit qu'il y a d'autres décisionnaires qui ne sont pas d'accord avec les premiers. Ve'omrim, et qui disent She'en lachosh lekach, qu'il n'y a pas lieu littéralement de se soucier
de cette question-là, des 49 jours de l'Omer, de l'intégralité et de l'entièreté des 49 jours, ou Meridin, Sheken Pachataminhag, les Kadesh Afmi Berodium. Ces décisionnaires rapportent également des témoignages suivant lesquels l'usage s'est répandu dans les communautés juives de faire également pour le soir de Shavuot le Kiddush Miberodium avant la tombée de la nuit, quand il fait encore jour. Ubim Komot Elou, maintenant, la conclusion qui est celle du Rav Yitzhak Yosef. Alors, c'est une conclusion en plusieurs temps, ou plutôt, on va dire, à plusieurs vitesses. Il dit Ubim Komot Elou, dans nos contrées, c'est-à-dire les contrées de la terre d'Israël, chez Efshar Benakel, la Hosh les Divrei Aharonim, où il est très facile, et d'attendre de faire le kiddush jusqu'à la sortie des étoiles. Alors, Nachon la Rasotken, il est bon, effectivement, d'agir de la sorte, dans la mesure où cela ne coûte pas, j'allais dire, excusez-moi, dans la mesure où le Rav Yitzhak Yosef explique que cela ne coûte pas un gros effort d'attendre la tombée de la nuit, d'attendre la sortie des étoiles. En terre d'Israël, la nuit tombe en ce moment aux alentours de probablement 8h15, 8h20, 8h25, quelque chose de cet ordre-là. Attendre 8h20, 8h25 dans ces zones-là, ça ne coûte pas grand-chose, ce n'est pas très difficile et de la sorte, on peut tenir compte même de l'opinion des décisionnaires les plus exigeants. Là où la question effectivement se pose avec plus d'acuité et plus de difficultés, c'est pour les pays d'Europe. Prenez le cas et prenons le cas par exemple de Paris, où il faut attendre aux alentours de 22h35, c'est-à-dire plus de 2 heures de plus que ce que l'on peut attendre en terre d'Israël. Alors là, effectivement, là, la question mérite d'être posée. Là, effectivement, ce n'est pas la même chose. On peut rajouter également le fait que dans les pays d'Afrique du Nord, où les communautés juives ont vécu pour une bonne partie d'entre elles avant d'arriver en France dans les années 50 et 60, dans les pays d'Afrique du Nord, il n'était pas non plus difficile d'attendre la tombée de la nuit. On devait grosso modo également se situer. Oui, monsieur Dahan? Les étoiles. Oui. Il fallait attendre. J'étais très attentionné à ça. Alors, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Libye, dans l'ensemble de ces pays, on est à peu près à la même, on est à peu près à la même latitude que celle de la terre d'Israël. Et par voie de conséquence, ça ne représentait pas un gros effort que d'attendre la sortie des étoiles. Par contre, dans les pays du Nord, c'est-à-dire en France, là, c'est beaucoup plus difficile. Là, ça pose de sérieux problèmes. Il y a des questions liées, on va dire, à l'harmonie, on va dire, ou à l'équilibre familial. C'est-à-dire, si on souhaite avoir les enfants à table, on ne peut pas non plus effectivement les faire attendre jusqu'à une heure aussi tardive. Donc là, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Donc, je reprends ce que dit le Rav Yitzhak Yosef. Il dit, Bimkomot Elum, dans les contrées de la terre d'Israël, chez Efshar Benakel, où il est possible très facilement, la Roche les livrés à Acharonim, de tenir compte de l'opinion des décisionnaires les plus exigeants, ou les Hamtin et d'attendre de faire le kidouche après la sortie des étoiles. Nachon la Asot Karen. Alors il convient effectivement d'agir de la sorte. Comme on dirait en français, ça ne mange pas de pain, ou quasiment très peu. Et il continue et il dit, et pour autant, ou Mikol Makom, et néanmoins, Disharat Atsorech, en cas de nécessité, même en terre d'Israël, où c'est, on va dire, pas trop difficile d'attendre, Disharat Atsorech, en cas de nécessité, rajoute le Rav Yitzhak Yosef, Arotzel Ismor Alamekilin, l'individu qui, même en terre d'Israël, veut s'appuyer sur l'autorité des décisionnaires indulgents et souples, ou les Kadesh Alakos, et faire le kidouche de Shavuot mi-berodium, alors qu'il fait encore jour, c'est-à-dire bien entendu après le plagamincha, ou les Osif Mechol à la Kodesh, il a sur quoi se fonder. Il n'a pas une conduite d'hurluberlu, il n'a pas une conduite de personne, on va dire, curieuse et anormale. Non, ce qu'il fait est fondé, ce qu'il fait est totalement fondé halachiquement parlant. Shekenhu merikaradin, puisque, et il justifie son propos, puisqu'il en est ainsi merikaradin, d'après la loi la plus fondamentale. Chez En Sarich Lehamtin Mile Kadesh Alakos, le principe étant, enfin suivant lequel, il n'est pas nécessaire fondamentalement d'attendre la tombée de la nuit pour réciter le Kiddush. Je répète encore une fois, le Rav Yitzhak Yosef dit qu'en terre d'Israël,
où ce n'est pas difficile, ça ne coûte pas beaucoup d'efforts d'attendre la tombée de la nuit. Alors, tant qu'à faire, attendons la tombée de la nuit, c'est pas compliqué. Et même en terre d'Israël, si quelqu'un a effectivement un besoin, une nécessité, et qu'il souhaite faire le kidouche avant la tombée de la nuit, le Rav Yitzhak Yosef lui dit c'est possible parce que Mirika Radin, d'après la loi la plus fondamentale, effectivement, c'est possible de le faire. Et il continue et il dit maintenant, Be'arzot Europa, dans les pays d'Europe, chez Ashki'a mit'acheret me'od bime hakaitz, où le soleil se couche très tardivement pendant la période d'été, où la nuit tombe très tardivement dans cette zone-là du mois de mai, juin, etc. Ou bene abayit mitzta'arim la shevet ou les hamtin adalayla. Et les membres de la famille souffrent de s'asseoir et d'attendre jusqu'à ce que tombe la nuit et jusqu'à ce que les étoiles sortent. L'attente est longue. Attendre jusqu'à près de 22h35 pour qu'on récite le kidouche, ça fait très long à attendre. Pour ce qui est de Paris. Mais maintenant, prenons le cas d'une ville comme Londres, qui est encore située plus au nord que Paris. Prenons le cas de villes qui sont encore plus au nord, en Belgique ou en Hollande, etc. La nuit tombe encore plus tard. On doit toucher aux alentours de 23h, voire 23h30. Attendre des horaires aussi tardifs, c'est particulièrement ennuyeux, particulièrement agaçant. Ça donne du tsahar, c'est-à-dire que littéralement, ça fait souffrir les gens. Et le Rav Yitzhak Yosef continue et dit Des gam zegorem hafra'a, les seder limud halayla. Qui plus est, cela génère également, on va dire, une perturbation dans ce qui concerne le limoud de la nuit, c'est-à-dire l'étude de la veillée de Shavuot. Et il parle du Sefer Keri Emoret, c'est-à-dire le livre qui est celui du Tikkun de Shavuot. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, également d'en parler. Alors il dit, alors à plus forte raison que Yesh Leakel, que dans les pays d'Europe, où ça tombe très tardivement, où les membres de la famille sont ennuyés par une attente aussi longue, cela génère ce que l'on appelle une Menirat Simchat Yom Tov, c'est-à-dire cela génère une sorte de réduction, de rétrécissement de la simcha, de la joie qui doit nous étreindre à Yom Tov. Alors il dit, Yesh Leakel, on pourra effectivement se montrer indulgent et souple et faire le kidouche et la serouda, mi berodium, c'est-à-dire quand il fait encore jour, après le plag à mincha. Voilà ce qu'il dit. Donc c'est effectivement la recommandation que l'on peut donner en France, c'est la recommandation que donne le Rav Yitzhak Yosef. Il n'est pas obligatoire, impératif, et comme le pense, on va dire, un certain nombre de personnes, qu'il s'agit d'une règle qui est une contrainte absolue et une contrainte majeure. Le Rav Yitzhak Yosef nous rassure, il nous tranquillise et il nous dit qu'on peut effectivement, le soir de Shavuot, faire le kidouche, et excusez-moi, je commence par la prière de Harbit, faire la prière de Harbit de Shavuot après le Plag HaMincha, faire le kidouche et enchaîner avec la Serouda. Bezrat Hashem. Et si maintenant il y a une volonté de la part de l'ensemble des membres de la famille d'attendre aussi tardivement et que c'est la volonté de tout le monde, ben ça c'est autre chose. Mais à tout le moins, sur le plan de la halakha, le Rav Yitzhak Yosef nous dit que on peut effectivement être souple, on peut effectivement être indulgent, et en particulier dans les pays d'Europe du Nord, se permettre de faire la prière de Harvit et se permettre de faire le kidouche après le plag mincha et avant même le coucher du soleil. Il continue et il dit Ve'im efshar, si la chose est possible, il propose une sorte de solution intermédiaire entre la souplesse qu'il a proposée, c'est-à-dire prononcer le kidouche après le plag mincha. Le plag mincha se situe en Île-de-France demain soir à 20h04. Donc ça veut dire qu'à partir de 20h04, on peut faire Arvit et enchaîner avec le kidouche. Le coucher du soleil se situe de mémoire à 21h42. La sortie des étoiles se situe quant à elle à 22h35. Donc l'autre option que l'on a présentée, c'est d'attendre 22h35, mais Rabbi Yitzhak Yosef a expliqué que dans l'Europe du Nord, on peut se permettre d'être indulgent et de faire immédiatement après le plag, c'est-à-dire à partir de 20h04. Maintenant, il propose une solution intermédiaire.
pour ceux qui veulent, comme on dirait en français, couper la poire en deux, si on peut s'exprimer de la sorte. Et il dit, Ve'im efshar, et si cela est possible, Tov sheyamtinu ad tehilat hashkira. Il est bon, si c'est possible, d'attendre le coucher du soleil pour faire le kiddush et la serouda. Voilà une sorte de moyen terme qu'il propose. Encore une fois, si la chose est possible, si cela ne génère pas de désagrément dans le foyer, si, bien entendu la maîtresse de maison est d'accord, parce que c'est impératif, il faut la consulter, il faut son approbation, il faut son accord. Si effectivement les enfants sont dans une sorte de dynamique et ils souhaitent un petit peu attendre, alors il dit c'est une bonne chose d'attendre le coucher du soleil. 21h42, ça permet quasiment de gagner 1 heure par rapport à la sortie des étoiles. Quoi qu'il en soit, il termine en disant si on a la possibilité, il sera bon également, quand on se sera fondé sur les opinions indulgentes, de manger un kazaït de pain supplémentaire, si cela est possible, au moment où la nuit tombe. Voilà ce que dit le Rav Yitzhak Yosef. Son propos est clair. Donc, je le répète encore une fois pour qu'on puisse l'entendre. Rabbi Yitzhak Yosef dit que dans les pays d'Europe du Nord, on peut se permettre d'être indulgent et de faire le kiddush après le plag mincha sans avoir besoin d'attendre la tombée de la nuit. Il rajoute simplement que si éventuellement il y a une possibilité, si la famille le souhaite, etc., que ça ne génère pas de désagrément, alors pourquoi pas attendre le coucher du soleil, qui est une sorte de moyen terme. Mais encore une fois, c'est cela aussi sans contrainte et sans obligation. Donc après avoir parlé de la question du kiddush, on va parler maintenant de la question de ce que l'on doit étudier durant la veillée de Shavuot. Alors, le principe, nous le connaissons. Oui, il est important de le rappeler. Les Midrashim enseignent, les Chachamim nous enseignent que les Béné Israël, le jour du Matan Torah, le jour de Shavuot, ne se sont pas réveillés à temps. Akadosh Baruch Hu les a quelque part réveillés pour vivre ce jour unique dans l'histoire. Et depuis lors, les Chachamim nous enseignent que lorsque l'on est capable de se tenir éveillé durant la nuit de Shavuot, on procède au tikkun, c'est-à-dire à la rectification et à la correction de cette erreur, de cette nonchalance de la part des Béné Israël, cette nonchalance que les Béné Israël ont manifestée il y a de cela 3300 ans. En restant éveillé, on rectifie le tir, on corrige cette conduite, cette déviation, et on montre à Kadosh Baruch Hu l'envie ardente qui est la nôtre de pouvoir découvrir cette Torah. Parce qu'il faut bien comprendre, et il s'agit là d'un défi à relever. Il s'agit là d'une heure qu'on appelle en hébreu She'at Ratzon, une heure de bienveillance divine qu'il ne faut pas laisser s'échapper. Même si, tout au long de l'année, il nous est demandé, recommandé d'étudier la Torah, de nous investir, il faut savoir que Shavuot, c'est ce que l'on appelle She'at HaKosher, c'est-à-dire un moment de grande bienveillance divine, un moment qui constitue une sorte de fenêtre de tir, excusez-moi, l'expression n'est peut-être pas très jolie, mais une fenêtre de tir au cours de laquelle il nous est possible de tracter une très grande bracha d'Hachem dans le domaine de l'étude de la Torah et dans le domaine du Talmud Torah. Et par voie de conséquence, si on est capable d'être à la hauteur du défi représenté par Shavuot, et en particulier par la veillée de Shavuot, on peut tracter pour l'année tout entière une bracha des forces, des énergies qui vont nous aider justement à progresser dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la Torah de Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle on doit être plein d'énergie, plein de kochot. On doit prendre, on va dire, les forces nécessaires, se préparer en vue de la fête de Shavuot pour ne pas passer à côté de ce très grand moment. Vous savez, on a l'occasion, lorsque les jours de Teshuvah arrivent, de Rosh Hashanah et de Kippour, on insiste toujours pour dire auprès du Kahal, pour dire auprès du plus grand nombre, que Rosh Hashanah et Yom Kippour sont des jours qui sont décisifs pour notre vie, des jours qui sont décisifs pour l'année tout entière.
et les gens le comprennent. Et les gens s'arment des énergies nécessaires pour ne pas flancher durant les jours de Rosh Hashanah et les jours de Yom Kippour. Shavuot, c'est la même chose. C'est un jour durant lequel il ne faut pas flancher. C'est un jour durant lequel on doit être fort comme un lion, on doit être robuste comme un cèdre, très vigoureux, très robuste, et on doit être capable de déployer le maximum d'énergie pour s'investir dans cette étude de la Torah. Maintenant, concernant la question de savoir, qu'est-ce que l'on doit étudier? Qu'est-ce que l'on doit étudier durant la veillée de Shavuot? Le Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, le grand maître de la Kabbalah, au XVIe siècle, et ses élèves nous ont enseigné qu'il y avait une lecture qui était recommandée, c'est la lecture du livre de Keri et Mored, c'est-à-dire le Tikkun de Shavuot, qui consiste à lire le début et la fin de chacune des parachiotes de la Torah, le début et la fin de chacun des 24 livres de la Bible. Ça, c'est une partie du Tikkun. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt de cette étude, c'est à la veille du don de la Torah, de littéralement goûter à chacune des facettes de la Torah, à chacun des 24 livres de la Bible, pour que l'on puisse savourer le goût de la Torah et que notre Neshama puisse se délecter de la saveur particulière de chacun des 24 livres du Tanakh. Mais l'idée à retenir en définitive, quelle est-elle? Il y a un principe que les Chachamim nous ont enseigné. En Adam Lomed et la Bemakom Shelibo Hafetz. En définitive, l'homme n'étudie que littéralement là où son cœur le porte, c'est-à-dire ce que son cœur lui donne effectivement l'envie d'étudier. En Adam Lomed et la Bemakom Shelibo Hafetz. Ce qui veut dire, si l'individu, en lisant le Tikkun, il n'est pas capable effectivement de lutter contre le sommeil, ou bien il développe peu d'envie, ou bien il se met à somnoler, il se met effectivement à ne plus être dans son livre, mais il se met effectivement tout simplement à tomber dans les bras de Morphée, comme dit le dicton. Mais alors à ce moment-là, effectivement, alors qu'il s'arme de courage et qu'il étudie ce qu'il a très fortement envie d'étudier, de façon à ce qu'il puisse s'y investir avec le maximum d'énergie. Ce qui est important en la matière, c'est de comprendre qu'on doit s'investir, on doit être pleinement dans ce que l'on va étudier, c'est-à-dire ne pas avoir 50% de nos capacités cognitives, on doit investir les 100% de nos capacités intellectuelles dans cette étude-là pour déployer le maximum d'énergie et développer le maximum de lumière spirituelle et montrer à Kadosh Baruch Hu l'ardent désir qui nous habite. Donc ça, c'est le plus important. Il est important également d'insister sur le fait que la nuit de Shavuot, la veillée de Shavuot n'est pas un moment qu'il faut perdre à bavarder ou à entretenir des conversations qui ont peu d'intérêt. Si les gens commencent à penser que le plus important, c'est de rester éveillé et puis de partager des tasses de café, des tasses de thé, à discuter de choses et d'autres, autant aller dormir. Ça ne représente pas un grand intérêt. Tout l'intérêt, c'est de rester éveillé et d'exploiter ce temps pour étudier. D'exploiter ce temps pour étudier sincèrement, pas pour faire semblant d'étudier. Les Chachamim nous enseignent un principe, c'est que celui qui est batel, c'est-à-dire oisif, pendant une veillée, c'est comme s'il était en train de dormir. Alors c'est dommage. Si on dit que c'est comme s'il était en train de dormir, alors autant aller dormir, c'est beaucoup mieux. Donc, retenons ce principe-là. On doit s'investir totalement dans l'étude de la veillée de Shavuot, dans un thème qui effectivement nous tient à cœur. Et si on peut effectivement étudier le Tikkun de Shavuot, tant mieux effectivement, parce que c'est très très recommandé par les Chachamim. Mais si l'individu n'a pas, on va dire, la motivation nécessaire, qu'il se sent démotivé, alors qu'il étudie quelque chose qu'il a très envie d'étudier, c'est ça qui en définitive est important. Il faut le lève, le cœur, il faut la motivation, il faut l'investissement dans cette étude. On a dit également, deuxièmement, attention, ne pas se perdre dans des conversations futiles, ne pas se perdre dans des bavardages inutiles, ce n'est vraiment pas le moment. Il faut être capable de s'investir dans l'étude. Le troisième point concerne maintenant la tefila de Shacharit, la prière du matin. Alors, il est vrai que l'idéal, on va dire, ceux qui, on va dire,
optimal, ce qu'il y a de mieux. Le nec plus ultra, c'est, on va dire, l'individu qui est capable de veiller durant l'intégralité de la nuit de Shavuot en s'investissant comme un lion dans l'étude qu'il mène, avec un camarade d'étude ou en respectant les gestes barrières, les gestes de sécurité, etc. Et ensuite d'enchaîner lorsque le jour se lève avec la prière du matin et faire en sorte de faire coïncider la Hamida avec le Netzachama, c'est-à-dire le lever du soleil qui se déroule, je crois, aux alentours de 5h54 en Île-de-France. D'ailleurs, entre parenthèses, j'en profite pour dire que le principe de la récitation des bénédictions du matin et des bénédictions de la Torah, quand on a veillé toute la nuit, est le suivant. À partir de Halot HaShachar, à partir du lever du jour, on récite les Berachot de Birkot HaShachar, les bénédictions du matin et les Birkot HaTorah. Je le répète, à partir de Halot HaShachar, du lever du jour, on récite les bénédictions du matin et les bénédictions de la Torah qu'on trouve dans le Patach Eliyahu en page 1 à 4. 1 à 4. Et puis ensuite, on peut réciter la bénédiction du Talit à partir de l'horaire qu'on appelle l'horaire de Miché Yakir, qu'on peut trouver dans l'application du consistoire, que l'on peut trouver dans l'application du consistoire, l'horaire de lecture de la bénédiction du Talit, je n'ai plus en tête, et ensuite faire coïncider la Hamida avec le moment du lever du soleil. On précise simplement que quand on a veillé toute la nuit, quand on se lave les mains, quand on fait la Netilat Yadayim, au petit matin, on ne récite pas la Beracha de Al Netilat Yadayim. Quant à la Beracha de Asher Yatzar, le principe est toujours le même. Elle est prononcée uniquement si on a été aux toilettes préalablement et elle n'est jamais récitée en tant que telle si on n'a pas d'abord préalablement été aux toilettes. Ça, c'est effectivement ce qui… Le début. Le début. Ça, c'est ce qui relève des bénédictions du matin. Je continue pour dire la chose et rappeler cette chose qui est extrêmement importante. Nous avons dit que ce qui est optimal, c'est de veiller toute la nuit, en s'investissant pleinement comme un lion dans l'étude et d'enchaîner ensuite avec la prière du matin au lever et enchaîner avec la Hamida au lever du soleil. Alors ça, c'est effectivement, on va dire, l'optimal pour l'individu qui est débordant d'énergie, débordant de force. Maintenant, l'individu qui estime que s'il suit ce protocole, que s'il suit ces consignes-là, il ne sera pas en état de pouvoir faire la prière du matin, alors à ce moment-là, qu'il fasse ce qu'il peut pendant la veillée de Shavuot, c'est-à-dire pour montrer à Kadosh Baruch Hu le désir ardent qu'il habite d'étudier cette Torah, et puis qu'il se repose et qu'il étudie, qu'il se repose et qu'il reprenne des forces pour ensuite faire la prière du matin. Ce que l'on souhaite également dire, c'est qu'il est très important de rappeler qu'on ne doit pas, pendant la prière du matin, être somnolent, avoir l'esprit ailleurs, être, on va dire, sur la planète Mars. Il faut être également debout et vigoureux de façon à pouvoir suivre cette prière des Kavana avec toute la, comment dit-on en français, toute la Kavana, toute la ferveur et toute la concentration nécessaire. On souhaite rajouter également le point suivant. Un point qui est très important, c'est que pour un individu qui a été capable on va dire, de respecter ce protocole, de faire une veillée intégralement, de s'investir pleinement dans l'étude, d'enchaîner avec la prière de Shacharit au lever du soleil, avec beaucoup de kavana. Alors pour autant, il ne faut pas que cet individu s'imagine que désormais, il a droit à tous les honneurs et que désormais, effectivement, il peut effectivement se permettre d'agir de n'importe quelle façon, ou j'allais dire, d'exprimer, on va dire, une certaine, on va dire, une certaine mauvaise humeur ou une certaine agressivité. Expliquons-nous. Le fait d'avoir, on va dire, sollicité toutes ces énergies, pour autant, ne doit pas faire perdre à l'individu le fait qu'ils ne doivent pas lui faire perdre de vue le fait qu'il doit rester extrêmement serein, pondéré, tempéré avec les membres de sa famille, avec son conjoint, avec ses enfants. Il ne doit pas, parce qu'il a sollicité toutes ses énergies et montré et manifesté tous ses efforts,
exprimer par la suite, durant la journée de Shavuot, une quelconque agressivité ou une quelconque mauvaise humeur à l'égard de ses enfants et encore moins à l'égard de son conjoint. C'est un principe à retenir et qui est un grand klal, un grand principe de la Torah. Ce n'est pas qu'il doit manifester une quelconque agressivité à l'égard de ses semblables et à l'égard de ses congénères. Il doit au contraire être capable, et même si effectivement il se sent fatigué, alors qu'il prenne le repos nécessaire, mais pour autant qu'il continue, on va dire, à agir avec la même pondération, avec le même équilibre, on va dire, au niveau de ses sentiments et au niveau, on va dire, de ses réactions et au niveau des requêtes qui peuvent être les siennes. Hein? C'est quelque chose qu'il faut comprendre, quelque chose qu'il faut retenir. On insistera également sur le fait que quand on a fait la veillée de Shavuot dans son intégralité, pour autant, ce ne doit pas être ensuite une raison pour consacrer la totalité de la journée de Shavuot à effectivement récupérer le sommeil que l'on a manqué pendant la nuit de Shavuot. On récupère ce que l'on peut pendant quelques heures, le temps effectivement de se refaire une santé. Et ensuite, de nouveau, l'après-midi, on devra également consacrer, bien entendu, du temps, là aussi, à l'étude de la Torah. Bien entendu, si on parle de consacrer du temps à l'étude de la Torah, il ne faut pas oublier le fait que dans le Yom Tov, et à l'occasion en particulier de Shavuot, il y a une nécessité également de consacrer du temps à la famille, de consacrer du temps pour les repas. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch au Siman Tav Kuf Kaftet, le chapitre 529. Dîner Simchat Yom Tov. Il nous dit Mitzvat Yom Tov. La mitzvah du Yom Tov consiste à être mechalek, c'est-à-dire à partager le temps du Yom Tov en deux moitiés. Hetzio le Bet Midrash, une moitié pour le Bet Midrash, c'est-à-dire pour l'étude, Hetzio la Achila Ushtiya, et une autre moitié également pour les repas, pour la boisson, pour les repas du Yom Tov. Donc, entendu, il y a, même si on insiste beaucoup sur l'étude de la Torah à l'occasion de Shavuot, parce que c'est la mitzvah du jour en particulier, c'est le Matan Torah. Pour autant, bien entendu, il y a un temps à consacrer à la famille, un temps à consacrer au repas, un temps à consacrer à la Seouda. Et bien entendu, on a parlé de temps à consacrer à la famille. C'est le moment ou jamais, pas ou jamais, mais c'est le moment, c'est un moment privilégié pour construire et pour étudier avec ses enfants, pour prendre ses enfants et étudier avec eux quelque chose qui conviendra, on va dire, à leur niveau, quelque chose pour se mettre à leur portée et pour leur donner le goût de l'étude et pour partager un moment unique avec son enfant, un moment d'étude, partager partager un texte de Torah et goûter à cette expérience unique de l'étude avec son enfant. C'est le moment où l'on peut en profiter. Il faut rappeler que, bien entendu, le Yom Tov, comme le Shabbat, c'est un jour où l'on est déconnecté de nos différents outils technologiques qui nous servent, effectivement, mais qui, dans le même temps également, on peut le dire, nous accaparent beaucoup et ne nous donnent pas toujours, effectivement, la possibilité de consacrer et de donner le temps nécessaire aux enfants à l'occasion du Yom Tov. L'occasion nous est donnée. On récupère certes des forces, enfin, on se refait une santé. Enfin, le Yom Tov est un jour de joie, c'est un jour de simcha. Shavuot, c'est un jour de Matan Torah, mais c'est un jour également où l'on peut, comme on dit, joindre l'utile à l'agréable et faire en sorte de partager avec nos enfants un moment d'étude. C'est un moment que les enfants n'oublieront jamais. Ils garderont gravé dans leur mémoire. Ils se rappelleront de ce moment où ils ont pu étudier un verset de la Torah ou une Mishnah ou une halacha, ou un texte du Midrash, ou un commentaire sur la paracha, ou quoi que ce soit d'autre avec leurs parents. Et ce sera pour eux un souvenir inoubliable qui les accompagnera toute leur vie durant et qui leur donnera le goût de l'étude, qui constituera pour eux un véritable point d'ancrage. De ces journées de Shavuot pour étudier avec nos enfants, pour étudier avec son conjoint, pour partager des moments d'études avec tous les membres de la famille. Voilà ce que l'on souhaitait dire pour aujourd'hui, de façon à pouvoir donner quelques repères pour la fête de Shavuot. On continuera Bezrat Hashem demain parce qu'il y a encore beaucoup de questions à aborder pour ce qui relève de Shavuot. Merci. Rav, s'il vous plaît, que peut-on lire pendant la veillée? Alors,
J'ai dit tout à l'heure que ce qui est recommandé, c'est Oui. la lecture du Tikkun de Shavuot. Oui, et si on ne l'a pas? Alors, si on ne l'a pas, alors Vous ce que l'achetez. vous faites, oui, Pardon? si vous ne l'avez pas, Oui. lisez à ce moment-là le début et la fin de chacune des parachiotes de la Torah. Parachiote, très bien, d'accord. Et 34 aussi, parachiotes de la Torah. Lisez la paracha de Yitro qui parle du Matan Torah également dans son intégralité. d'accord. Et puis, faites lecture également du début et la fin, du début et de la fin de chacun des livres de la Bible. Il y en a 5 dans la Torah. Très Il y en a bien, 8 d'accord. il y en a 11 dans les, il y en a 11 dans les Ketuvim, les hagiographes. Et puis ensuite, il est recommandé également de lire la liste des 613 commandements tels que le Rambam Maïmonide l'a énuméré. Ça, ce sont des recommandations que l'on peut donner. Comme on a dit tout à l'heure, le plus important à retenir, c'est que étudier quelque chose que vous avez Oui. très envie d'étudier et de façon à ce que vous puissiez rester éveillé dans la mesure de vos possibilités. D'accord. Pardon, Rav, mais les 613, c'est pendant les journées, pendant la journée, avant Mincha, Alors, pas pendant la nuit. Alors, pour les 613, ça c'est ce que l'on appelle les Hazaharot. Les Hazaharot, Oui, c'est-à-dire… exactement, Hazarot de route. Oui. Voilà, les Hazaharot, ce sont les compositions poétiques, la composition poétique. Alors là, je n'ai pas parlé de la composition poétique des Hazaharot de Rabbi Shlomo Ingevirol, j'ai parlé de la liste des 613 mitzvot de Maïmonide. Alors, d'accord. on la trouve en particulier, par exemple, on peut utiliser également la liste des 613 mitzvot du Sefer HaChinuch, qui reprend en réalité la liste de Maïmonide. L'idée est effectivement, à l'occasion de la nuit de Shavuot, de goûter, dire un petit peu à toutes les facettes de la Torah. Mais encore une fois, oui. le principe à retenir, c'est En Adam Lomed et l'Abemakom Shelibo Chafetz. C'est-à-dire, il faut s'investir pleinement, avec beaucoup de vigueur et beaucoup d'envie et de motivation. Merci beaucoup, Rav. Hein? Hazak pour vos secours et tous les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et excellente journée. Merci, beaucoup. Chag Sameach. Merci beaucoup.